Aujourd'hui, on discute de votre livre qui s'appelle « En toute collégialité ». Tu l'as devant toi, Simon. Pour la caméra. Livre vert. C'est un livre qui vient de sorti quelle date environ? 1er avril, en fait. Le 1er avril. Écoutez, moi, j'ai lu ce livre-là avec beaucoup d'intérêt. Je l'ai lu en 24 heures. J'ai trouvé que c'est un livre qui est haletant. J'ai aimé la structure, j'ai aimé le propos. J'ai trouvé que c'est une contribution importante à la compréhension de ce qui s'est passé en 2023 au printemps, mais aussi à la compréhension des fonctions, des visées syndicales. Alors, ça va me faire plaisir aujourd'hui de vous poser quelques questions et de revenir sur ce qui m'a, moi, intéressée. Pourriez-vous décrire dans les grandes lignes le livre qui comporte d'ailleurs 2 parties? Oui. En fait, ça nous ramène à la raison pour laquelle est-ce qu'avec plusieurs personnes dont tu faisais partie par ailleurs, on s'est rassemblés à un certain moment de notre carrière. Nous, on est à l'université depuis, moi c'est 2014. Ouais. Mais donc, on s'est retrouvés autour d'une impression commune de dépossession, en fait, de l'université progressive. Puis surtout, on avait l'impression on était plusieurs à avoir l'impression qu'il n'y avait rien à faire, en fait, puis que c'était une pente lente qui allait transformer les universités en entreprises. Puis donc, un petit groupe de collègues, on a décidé d'essayer quelque chose, puis de se servir du syndicat, en fait, puis du CEX pour être capable c'est peut-être pas d'inverser la tendance, mais justement de plonger dans l'action collective, à quelque part. Et donc, dans ce contexte-là, on a été au CEX de 2021 à 2023, préparer une négociation, etc., etc. Mais il y a vraiment eu le moment de la préparation de la négociation, puis je dirais de la réappropriation des instances syndicales dans lesquels on entrait, en fait, parce qu'on n'avait pas d'expérience au CEX d'un syndicat. Puis après ça, il y a eu, puis c'est la deuxième partie du livre, tout le volet, quand le conflit, en fait, a éclaté, puis la grève, puis comment ça s'est passé, puis qu'est-ce qui explique, selon nous, la mobilisation collective, en fait, qui a été... Moi, j'en suis toujours pas revenu, là, je suis toujours... on le dit, galvanisé par ce qui s'est passé. On a eu l'impression de se rencontrer entre collègues de toutes les disciplines. Puis c'est vraiment le cœur de la deuxième partie. Fait que la première, c'est plus la structure, notre rapport aux instances, puis ce qu'on a essayé de faire pour redynamiser ces instances-là. Puis la deuxième partie, c'est vraiment plus sur le narratif de ce qui s'est passé à l'hiver 2023. Puis peut-être ajouter... je dirais ce qui nous a amené vers l'instance syndicale, c'est entre autres la réponse à l'époque à la pandémie. Oui. La pandémie, c'était extrêmement difficile pour les profs, donc il y avait eu des demandes du côté du conseil syndical, puis on avait envie de plus de mordants, disons ça comme ça, là, en termes d'action syndicale, pour aller chercher des conditions d'exercice qui sont susceptibles de nous aider à faire notre travail, finalement. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a investi le syndicat à l'époque, des personnes qui étaient pas nécessairement... rompu à la chose syndicale. On avait été impliqués ici et là, dans les instances, mais sans plus. Mais c'est vraiment ça qui nous a poussés. Puis dans la première partie, ce que disait Louis-Philippe, pour nous, le plan était assez clair, c'est-à-dire d'incarner la collégialité à l'intérieur même du syndicat, puis de se servir de ce levier-là, justement, comme disait Louis-Philippe, pour tenter d'inverser une tendance à la verticalisation des universités. Mais on reviendra sur le caractère particulier de la collégialité, là, selon vous. Une chose qui est intéressante, moi, ce qui m'a particulièrement frappée dans votre livre, c'est l'idée selon laquelle on n'a pas besoin d'avoir fait pour faire. Tu l'as évoqué rapidement, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Parce que, effectivement, la première partie du livre porte sur l'instance en tant que telle. Ça permet de mieux comprendre comment ça fonctionne. Conseil syndical, le CEX, le syndicat, dans ses grandes lignes, on y reviendra aussi. Mais la deuxième partie qui porte sur la séquence des événements, et d'ailleurs c'est comme si on y était, quand on le relit, pour toute personne, par exemple de l'Université Laval, personne professeur, on ressent vraiment, là, vous avez bien rendu la séquence des événements. Mais donc, le fait de ne pas avoir besoin de connaître l'ensemble des instances syndicales, d'avoir fait pour faire, ça c'est vraiment ce qui ressort, un des éléments qui ressort de votre livre. Ça fait que je vous laisserai la parole là-dessus. Ben, je dirais que c'est une certaine conception de l'action politique de manière générale, c'est-à-dire que tout le monde est susceptible d'avoir les capacités à s'impliquer politiquement puis dans les décisions de la cité, c'est-à-dire que
on avait été... Et à l'inverse, on avait reçu pendant un certain nombre d'années un discours qui disait grosso modo « Ah, ça marchera pas, c'est difficile de faire ceci, c'est difficile de faire cela », d'une part. D'autre part, il y avait de la sélection qui se faisait dans les différentes instances syndicales pour occuper ce poste-ci ou ce poste-là. Or, nous, on se disait, oui et non, tu sais, ça peut être utile d'avoir une certaine expérience, mais en même temps, ça peut constituer vraiment des contraintes par rapport à l'ensemble des manières de faire qui sont possibles. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté là-dessus, parce dans le fond, on n'avait pas d'expérience à l'exécutif et on se l'est fait largement reprocher. Par contre, vous aviez déjà une expérience syndicale. Oui, c'est vrai. C'est pas nouveau. Ça peut aussi aider. Ouais. C'est pas absolument nécessaire, mais ça peut aussi aider à avoir une interprétation préalable à l'action que vous avez entreprise. Faut que l'institution permette les conditions de cette circulation du leadership-là, en fait. Parce que ce que Simon dit, puis je suis entièrement d'accord, c'est que le discours de si on n'a pas déjà été d'abord au comité exécutif, on ne peut pas être au comité exécutif, ça coupe les ailes en fait. Il peut y avoir des gens qui vont avoir tout ce que ça prend pour y aller, avoir envie d'y aller, mais se faire tasser parce que ça convient pas à l'équipe en place. Puis ça, c'est très problématique et voire antinomique avec ce que ça prend pour dynamiser une instance syndicale. Maintenant, ce que tu dis est tout à fait vrai, puis on s'en est rendu compte à l'usage en fait. C'est-à-dire que si on n'a pas des libérations syndicales nous permettant de nous investir à fond dans le travail qu'on a fait au comité exécutif, puis on le voit dans d'autres syndicats, ils n'ont pas les mêmes conditions qu'on a à l'Université Laval, puis ça nous a sauvés. Là. Je veux dire, on n'aurait jamais été capable, s'il avait fallu en plus qu'on soit toujours dans la surcharge de travail professorale, on l'était quand même parce qu'on a continué la recherche, mais les conditions de cet investissement-là, c'est quelque chose qui est fondamental. Puis je dirais que la permanence, en fait, l'équipe administrative qui est capable de nous appuyer, de nous épauler, puis dans une certaine mesure de faire la transition et la transmission des connaissances sur comment ça fonctionne, puis c'est quoi les instances, puis c'est quoi les dossiers chauds qui restent à traiter. Ça aussi, c'est essentiel. Mais puis Simon très très bien dit, ce qui nous animait là-dessus dans les « il faut pas avoir fait pour faire », c'est de dire, si vous avez une vision politique d'où devrait aller le syndicat, il faut avoir la capacité de plonger. Puis c'est une audace, mais c'est ce qu'on reçoit en bout de course l'emporte largement sur ce qui peut nous insécuriser avant qu'on décide de faire le saut. Merci. Ça, c'est vraiment un aspect important du livre. L'autre aspect, c'est la question de la collégialité. Oui. On le sait, la collégialité, c'est une question socialement vive dans les institutions, peut-être dans certaines institutions plus que d'autres. Et il y a différentes définitions de la collégialité selon les groupes d'acteurs qui sont concernés par cet élément-là. Le livre, donc, porte le nom là, en toute collégialité. Quelle est votre conception de la collégialité? Qu'est-ce qui est mis de l'avant dans ce livre-là? Parce que, encore une fois, pour moi, c'est aussi ce qui ressort de la lecture. C'est-à-dire que vous mettez de l'avant une compréhension de la collégialité qui est pas nécessairement inédite, mais qui est très claire, en tout cas, et une compréhension aussi du travail du syndicat de professeurs. C'est que pour moi, les deux sont peut-être liés. Là. Quelle est votre conception, donc, de la collégialité dans le livre? Et quelle est votre conception, cette fois-ci pour moi un peu inédite, là, du travail syndical, des visées syndicales? Sur le premier volet de ta question sur la collégialité, moi je pense que c'est souvent le cas avec des concepts flous, parce que la collégialité, comme il n'y a pas de définition consensuelle, puis il n'y en avait pas non plus, ni dans la convention collective, ni dans les statuts de l'Université Laval, on peut faire dire tout et n'importe quoi à ce concept-là. Moi j'aime bien être capable de définir des concepts en affirmant ce que ce n'est pas. Et donc la collégialité, c'est pas nécessaire... Non, je vais le retourner autrement, c'est vraiment pas bon. Il n'y a pas de collégialité sans partage des pouvoirs décisionnels, en fait, qui vont permettre de déterminer les grandes orientations de l'institution universitaire. Alors, il y a un rapprochement à faire avec une forme de co-gestion, parce qu'on parle de partage du pouvoir décisionnel, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très difficile à faire atterrir dans le cadre qui s'applique en matière de relations de travail au Québec, en fait, parce que le fonctionnement de l'université, où la rectrice est rectrice parce qu'elle est professeure, puis en principe, donc, une fois qu'on a été recteur un temps, on redevient professeur. Alors, c'est très étranger, en fait, à la réalité de l'essentiel des institutions, où on est de manière très, très manichéenne, là. Soit on est employé, soit on est administrateur, mais il n'y a pas cette idée que les employés, un temps, deviennent administrateurs pour redevenir employés au sein de la même institution. Fait que c'est vraiment cette particularité-là, propre au monde universitaire,
puis qui place les profs au cœur du fonctionnement puis des décisions qui structurent l'entièreté de l'université, qu'on a essayé de faire revivre, en fait, parce que vraiment, on s'en éloigne un petit peu partout dans les universités depuis plusieurs décennies. Ça a été dénoncé par plusieurs auteurs, Michel Freytag, Bill... J'oublie toujours dans les ruines de l'université. C'est ça. J'ai Bill Durham, mais c'est vraiment pas ça. Donc, il y a plusieurs auteurs qui ont dénoncé cette transformation-là de l'université en entreprise comme les autres, en fait. Puis donc, dans la première partie, dans le fonctionnement de nos instances, on a essayé de faire maison ordonnée, là, commence par soi-même, et donc d'essayer de s'assurer que le fonctionnement du syndicat, il était collégial au sens du partage des responsabilités puis des pouvoirs décisionnels. Puis tu sais, en fait, je dirais que ce qui nous anime aussi tous les deux, mais je pense que c'était partagé par, évidemment par Madeleine Pastinelli, qui a été la troisième mousquetaire de notre trio, là. Ouais. Mais c'est à l'effet que ce sont celles et ceux qui réalisent la mission d'une institution qui sont probablement les mieux placés pour infléchir les décisions de l'ensemble de l'institution. C'est pour ça que dans notre livre, on prétend ou on aspire à élargir la conception de ce qu'on a fait à l'université au service public. Parce que celles et ceux, l'infirmière qui est là puis qui se coltine avec le réel, là, ben, elle sait c'est quoi les contraintes, puis elle sait ce qu'il y a le mieux en termes de conditions d'exercice pour orienter les décisions de l'institution. Donc, à l'université, on a la chance de fonctionner selon un mode collégial. Un collège, c'est un regroupement de personnes. Hein, c'est ça l'idée quand même derrière. Là. Des gens qui exercent une activité X ou Y et qui prennent les décisions collectivement en fonction de l'expertise qu'ils ont de l'activité de travail. Et donc, pour nous, la collégialité, ben, ça peut bien s'incarner à l'université. Encore faut-il que ça s'incarne dans des pratiques concrètes et pas juste dans une délégation du pouvoir à nos collègues qui prennent des décisions en termes de gestion pendant un certain nombre d'années, mais aussi dans le quotidien du travail des profs. C'est pour ça que dans la définition qu'on a inclus dans la convention collective, on a inclus l'idée de participation démocratique, juste pour insister sur l'idée que c'est pas une collégialité de délégation, d'apparat, où dans le fond on va dire, ben toi tu vas décider, tes professeurs tu vas décider pendant X nombre d'années, puis nous on n'a rien à dire. C'est pas ça du tout. C'est qu'il y a une prise de décision démocratique à partir de l'expertise de celles et ceux qui sont au cœur de la mission de l'université, qui sont les profs. Enseignement, recherche, participation, là, ce sont les trois grandes missions de l'université qui sont au cœur du travail des profs. Et à l'inverse, on n'entend pas micro-gestion, en fait. C'est-à-dire que la collégialité et la participation démocratique n'impliquent pas d'empêcher le recteur ou la rectrice ou encore les doyens, directeurs de département de prendre des décisions. Non, c'est simplement que sur les grandes décisions, les grandes orientations, notamment le choix de recteur, rectrice, doyen, directeur, directrice de département, ben, il faut que ce soit avalisé par le groupe, en fait. Ça, c'est un exemple. Même chose sur le budget, la transparence qui est associée, en fait, au choix institutionnel. Il faut que ce soit proposé au collège puis que le collège approuve, en fait, parce que il n'y a que des avantages à cette structure-là, à notre sens, parce que ça vient avec beaucoup de transparence. Ouais. Puis on l'a vu ce que ça donnait, notamment dans l'allocation puis l'utilisation des budgets, le manque de transparence puis trop d'opacité dans des institutions de services publics, mais à l'université, avec l'Université Laurentienne. On voit la crise qui secoue l'UQAC en ce moment, qui est mue évidemment par des coupures qui sont imposées par le gouvernement Legault, mais pas que. C'est-à-dire que si c'est uniquement un petit groupe de personnes qui détermine là où on va allouer les ressources, puis combien de ressources on va allouer à A plutôt qu'à B, ben c'est tout le monde qui perd en fait. Puis c'est surtout la capacité de réaliser la mission d'intérêt public de l'université qui est desservie par cette structure-là. Fait que vraiment, au-delà du fait que c'est plus cohérent avec l'université d'Humboldt, la naissance de l'université, ce collège d'expertise-là, de toutes les disciplines en fait, il y a aussi beaucoup d'avantages pour l'ensemble de la population. En fait, il y a tout intérêt à ce que l'université et les institutions de service public, les écoles, les hôpitaux, soient capables en fait de livrer la mission, la raison pour laquelle on finance largement ces institutions-là qui sont fondamentales pour le fonctionnement de la société. Parce qu'à l'université, c'est pas ce qui se passe à l'université, puis ça aussi c'est très difficile à percoler en fait. Ça dépasse largement
le simple bénéfice de celles et ceux qui vont avoir un diplôme. Oui, à travers la recherche notamment, on travaille pour l'ensemble de la population, en autant évidemment là, que les garde-fous et les murs de Chine soient respectés. Tout à fait. Donc, le livre, 2 parties, questions sur la collégialité, questions aussi sur la visée syndicale. C'est-à-dire que dans le livre, vous proposez l'idée selon laquelle le syndicat peut agir plus largement qu'autour de la convention collective et de son application. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui marque vraiment le processus dans lequel le syndicat, mais aussi les membres de l'université se sont engagés lors de la grève en 2023. Donc ça, c'est sur le fond. Sur la forme, si on revient aussi sur la forme, c'est un livre que moi, j'ai trouvé très agréable à lire. Je l'ai trouvé drôle, je l'ai trouvé quand même assez fin dans la rédaction et j'ai été, en tant que chercheur, un peu étonnée de voir que le récit fonctionnait aussi bien, c'est-à-dire qu'il était lisse, fluide, palpitant même. Donc, j'aimerais vous entendre sur la façon dont vous l'avez écrit, ce livre-là, sur ce qui a guidé, dans le fond. Il y a des métaphores, il y a de l'humour, puis il n'y en a pas trop, je dirais il n'y en a pas trop, c'est-à-dire que ça ne vient pas masquer le propos qui est aussi, donc, un propos lié à l'expérience et à une certaine théorisation. C'est-à-dire qu'on parle de la collégialité, puis mais il y a d'autres concepts aussi qui sont théorisés, c'est-à-dire qu'on comprend mieux où tout ça s'en va. Mais sur la forme, sur l'humour, sur l'écriture, j'aimerais vous entendre. Ben, en fait, on a voulu écrire ce livre-là, on l'a pas dit d'entrée de jeu, mais parce qu'on a eu beaucoup de plaisir dans notre mandat au syndicat, puis on a eu l'impression que ça avait bien fonctionné, notamment grâce à la mobilisation de l'hiver 2023. Puis ben la question du plaisir, elle a été présente, puis on en parle dans le livre, là, à quel point c'était présent dans notre manière de concevoir l'action syndicale de manière générale. Pour que les gens aient envie de s'impliquer dans un syndicat, faut que ce soit le fun. Faut que les... Puis quand c'est le fun, on n'est pas en train d'organiser des activités de yoga ou ceci ou cela, là. Faut que ce soit convivial, faut que ce soit plaisant. Fait que la question de l'humour, ben... elle prend une certaine place. On a, par exemple, beaucoup utilisé les mimes. Quand on est arrivé puis on a mis en place une infolettre, on a créé un édito mime. Puis ben, on s'est fait dire par quelqu'un à l'époque de la haute administration, vous êtes quoi, gamin? Vous êtes gamin. Un peu gamin. Ben, tu sais, il faut, utiliser les leviers qu'on a pour faire en sorte que les collègues vont avoir envie de lire ce qu'on aura à dire. Et envie d'être là dans nos rassemblements. Fait que c'est un peu la même chose pour l'écriture du livre, c'est-à-dire que on a voulu faire en sorte que ce soit le plus vivant possible. Puis en termes de processus d'écriture, ben, on a vraiment fait les choses au départ en se parlant l'un l'autre, puis on s'est enregistré. Fait que peut-être que ça contribue au caractère vivant du style, je sais pas. Puis après ça, on a retouché en fait les transcriptions, on a réajusté l'ensemble, mais on a fonctionné de cette manière-là. Puis quand l'un rédigeait une partie, ben, elle était révisée par l'autre, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas trop de cassure, je pense, en termes de style. Non, puis sur le plaisir, en fait, notamment comme liant, en fait, puis comme moteur, si c'est bien dosé, évidemment, c'est tout le temps ça. Là. C'est pas, on n'est pas en train de dire faites le party, puis faites des jokes, ça va bien passer. Mais la convivialité, la capacité qu'on a à mobiliser un groupe, ça passe aussi par l'adaptation du discours, en fait, puis surtout le fait qu'il faut être capable de parler aux collègues un langage qu'ils comprennent puis qui va leur faire du bien. Puis moi, ça, c'est quelque chose qu'on a senti tout au long de notre mandat, en fait, à quel point les collègues avaient envie de se faire défendre, en fait, par des gens qui savaient ce qu'ils vivaient. Puis c'est peut-être un lien avec la raison pour laquelle on a insisté autant sur le « il faut pas avoir fait pour faire ». Parce que pour nous, ce qui a fait en sorte qu'on a été efficace dans notre job, c'est parce qu'on était d'abord des profs, en fait. On n'était pas des syndicalistes professionnels ou qui s'étaient professionnalisés parce qu'on était là depuis très très longtemps. Fait qu'on croit vraiment que plus il y a de circulation dans le leadership, en autant que les conditions permettent cette circulation-là, plus il y a de chances que l'action fasse sens pour les collègues, en fait, parce que les préoccupations de celles et ceux qui mènent le navire amiral que représente le syndicat, ben, elles sont très, très fraîches, en fait, par rapport à ce dont on a besoin pour aux problèmes qui sont vécus au quotidien. Puis ça, c'est fondamental, en fait, pour être capable de mobiliser puis que le discours connecte avec tes membres, en fait, essentiellement. Puis ça a été ça pendant la grève aussi, les moyens de pression qu'on a choisis, même le modus operandi qu'on a choisi, puis Dieu sait que les vieux de la vieille de l'action syndicale nous ont dit qu'on allait perdre notre grève en faisant ça, de dire, écoutez, là on va parler à votre intelligence, on est tous là-dedans ensemble, on ne va pas lier la participation aux activités de grève
à l'obtention de l'indemnité de grève. On va y aller en disant, on se fait confiance l'un l'autre, mais puis on va vous faire une grève en plus qui sera pas, on va pas faire du piquetage là, de 8 à 5, on va y aller avec une grève dite événementielle essentiellement, là, parce que ça me semble plus à même de garder l'intérêt et la mobilisation de un, mais deux, c'est plus adapté à la réalité du campus universitaire qui est très très étendu, puis on va pas vous demander d'être à deux devant une porte avec une petite pancarte, c'est complètement... En plus, ah oui, parce qu'il faisait froid, il y a eu des tempêtes, tout ça. Mais en même temps, on l'a dit, puis c'est le pacte dont on parle dans le livre, si on fait ça, quand on va vous demander d'être là, faut que vous soyez là, par exemple. Et Dieu sait que ça a fonctionné. Chaque événement, il y avait plus de gens, et je dirais, il n'y avait pas juste plus de collègues. Il y avait aussi plus de gens de la communauté universitaire. On avait des étudiants, on avait des professionnels de recherche, des chargés de cours, parce que ça crée l'enthousiasme, appelle l'enthousiasme à quelque part. C'est comme ça que tu es capable de garder la distance dans une guerre d'usure que représente une négociation qui doit aller dans un conflit de travail, en fait. Parce qu'en face, ils vont toujours se dire... Bon, là, ils sont motivés, mais plus le temps va avancer, et évidemment, plus la mobilisation va décroître. Dans notre cas, quand on a mis fin à la grève, on a eu à gérer le fait qu'il y a des collègues qui en auraient pris encore. Ben, d'ailleurs, vous utilisez les deux expressions suivantes, la passion joyeuse et le sentiment de cohésion. Et c'est vrai qu'après la grève, on sentait encore, et on sent encore ces deux éléments-là, qui, encore une fois, traversent le livre et qui font que c'est une lecture qui est extrêmement digeste, mais intelligente. C'est-à-dire qu'on apprend des choses, notamment donc sur le travail syndical, mais aussi sur la séquence des événements. Puis on en ressort avec un certain sourire en disant, ben voici ce qui s'est passé. C'est donc un témoignage qui, pour moi, est je dirais incontournable. Moi, j'encourage en tout cas les collègues à le lire, des collègues d'autres universités, des personnes d'autres secteurs aussi, parce que il est structuré pour qu'on arrive à la fin en se disant, ben voilà, on a aussi épuisé la question. À mon avis, il n'y a rien à ajouter sur le plan, en tout cas en ce qui me concerne, là, sur le plan de la rédaction. Alors, je pense que ça fait le tour. Est-ce qu'on a autre chose à évoquer? Peut-être la question de l'expertise. Là, on pourra le mettre... Oui, on va le faire après. Ben moi, il y a l'outil de la convention collective, en fait, puis faire le lien avec... Parce qu'une des choses... qui est le pari, on parle du blueprint, en fait. C'est ce qui nous a motivés à faire le livre. C'est de dire, nous, on a eu une impression de dépossession de notre institution. On a décidé de sauter dans le bain puis de s'approprier nos instances syndicales pour être capable de lutter contre ça. Mais ce qui se passe à l'université se passe aussi dans plein d'autres institutions de service public. Puis ce qu'on a essayé, quand on l'a écrit, là, on s'est dit... Est-ce qu'il n'y a pas dans comment on a fonctionné, en fait, puis comment la mobilisation s'est déployée, puis le rôle que jouait la mission d'intérêt public de l'université et les conditions de réalisation de cette mission d'intérêt public-là dans la mobilisation, puis dans ce qu'on a été capable de faire entrer dans la convention collective? Est-ce qu'il n'y a pas là un vecteur ou encore, est-ce que c'est pas un outil dont pourrait se servir d'autres syndicats, même si c'est pas des syndicats de profs d'université? Parce que ce qu'on fait atterrir de toute la bataille des statuts là, qui a émergé après la signature de la nouvelle convention collective à l'Université Laval, là. Bon, on va pas aller dans la mécanique, mais quand même, ça découle du fait qu'on a essayé de se servir de ce texte qui est un contrat collectif de travail pour faire entrer des principes qui devraient se retrouver dans les règles qui structurent le fonctionnement de l'université. Mais à travers le respect de ce contrat-là, par la porte de derrière, si je puis dire, ben, c'est une manière de faire réentrer dans les règles structurant le fonctionnement de l'université des outils, des prises, en fait, qui permettent à celles et ceux qui font vivre l'université au quotidien d'avoir non seulement des revendications de légitimité, pour dire « Hey, vous devez nous entendre pour décider des grandes orientations », mais carrément des revendications juridiques et légales, en fait, en disant « Vous ne pouvez pas nous contourner », essentiellement. Notamment, c'est dans la convention collective, et vous êtes engagé parce que vous avez signé cette même convention collective-là. Alors, il me semble que c'est un outil, en tout cas, c'est un pari qui pourrait peut-être être mis en place à l'échelle d'autres institutions de service public, comme les écoles, par exemple. Ouais. Mais c'est justement là-dessus que je voulais revenir. Tu l'as évoqué tantôt rapidement, Chantal, dans un de tes commentaires, à l'effet que ce qu'on souhaitait, c'était repolitiser en quelque sorte le syndicat et qu'il devienne en fait un acteur politique, mais pas politico-juridique. Là. Pas juste politique au sens juridique du terme, puis pas politique au sens de
Évidemment, c'est une force de progrès social, le syndicalisme, très très forte. On l'a vu au Québec, on est bien placé pour le savoir. Puis les syndicats, de manière générale, les grandes centrales, doivent pouvoir continuer de jouer ce rôle-là. Mais c'est pas de ça dont on parle. C'est pas de cette politique-là dont on parle. C'est plutôt de la micro-politique ou de la politique à l'échelle de l'organisation. Que ça devienne, que le syndicat puisse devenir un levier de la voix collective des collègues en termes politiques, puis pas juste pour le respect de la convention collective. Puis ça, dans la première partie du livre, c'est ça qu'on essaie de démontrer, que dans le fond, si on s'attarde à ce qui intéresse les collègues, puis ce qui dérange les collègues au quotidien, prenons la question du comité d'éthique. Le comité d'éthique, chez nous, son fonctionnement était très tatillon, puis ça devenait un irritant important pour les collègues. Puis historiquement, on n'avait pas vraiment de prise, en fait, au niveau de la convention collective pour pouvoir agir là-dessus, notamment parce qu'on se faisait opposer un argument à l'effet que ce sont des collègues qui siègent sur le comité d'éthique. Fait qu'on peut pas attaquer les collègues. Mais en même temps, il y avait là un irritant important. Et on aurait pu tout à fait se dire, c'est pas dans notre registre comme syndicat, parce que c'est pas une question conventionnée, mais on s'est dit, voilà une action politique qu'on peut mener pour essayer de faire changer les choses. Fait que c'est un exemple d'enjeux concrets sur lesquels on a essayé de porter la voix collective, puis on a essayé d'agir politiquement. Puis évidemment, quand on est dans un contexte où c'est pas une négociation, le rapport de force est difficile à établir. Fait qu'il faut être créatif. Mais on pense que les syndicats peuvent jouer ce rôle-là. Puis l'autre chose sur laquelle je voulais réagir par rapport à ce que tu disais, Louis-Philippe, c'est à l'effet que je pense qu'il y a une bataille syndicale de manière plus large à mener, au-delà des conditions concrètes de réalisation du travail, mais sur justement le poids de la prise de décision des travailleurs et des travailleuses dans l'organisation du travail. Parce qu'on est face à un mouvement très très large, ce que certains appellent la nouvelle gestion publique, qui est très verticale, qui est très gestionnaire, puis et les syndicats souvent se retrouvent sans outils. Parce que, apparemment, ce serait le droit de gestion, dans le fond, des dirigeants, qui l'opposent, dans le fond, au syndicat pour dire, vous, c'est pas de vos affaires de vous occuper de l'organisation du travail. Fait que, pour moi, ça, c'est une bataille extrêmement importante à mener pour les syndicats de manière générale dans les services publics. Puis, d'une certaine manière, on s'y est pris, on s'est attaqué à cette question-là à l'université, avec les leviers qu'on avait sur l'historique de collégialité. Mais c'est un peu ça qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire d'essayer d'envisager un élargissement de ce qu'on a fait à l'université pour les services publics. Oui, c'est ça que j'allais dire, un élargissement du lectorat, dans le fond. Oui. Dernière chose, vous parlez beaucoup de l'expertise, puis d'accueillir l'expertise locale à l'université dans le cas présent. Le livre est aussi basé sur votre expertise, c'est-à-dire que votre engagement, toi, ton expertise, c'est sur les conditions de travail notamment. Toi, ton expertise est en droit. Donc, vous avez aussi mobilisé votre expertise donc, vous ne partiez pas de nulle part. Puis ça, je trouve que c'est un élément aussi qui est porteur dans le livre. On le voit, ça traverse le propos. Quand on le lit, ça le cible. Et ça, j'ai trouvé que c'était particulièrement remarquable. Encore une fois, moi, ce que je retiens, c'est le plaisir de lecture. Parce que quand on lit un livre, ça peut être très intéressant, très intelligent, mais tu sais, si c'est plate dès la deuxième page, on fait juste une tombe des mains puis on l'arrête. Mais dans le cas présent, moi, on a déjà discuté, je trouve que si on avait à qualifier cet ouvrage-là, en dépit du fait que c'est un essai, ça tombe dans la catégorie des essais, moi je le vois comme un thriller syndical. C'est-à-dire vous l'avez formulé pour qu'à chaque fois on se dise, OK, quelle est la suite, même si on y était. Et ça, c'est fascinant parce qu'encore une fois, j'aurais pu me dire, oui, j'étais là. Donc, mais bref, pour cette raison-là, je vous félicite et j'invite tout le monde à